Voici les titres de l'actualité que nous allons développer dans ce 12-14. Avant l'Italie, George Bush est aujourd'hui en Normandie pour commémorer l'arrivée des troupes américaines en 1944. Nous reviendrons aussi sur le dîner de travail hier soir à l'Élysée. Après avoir passé 10 ans aux commandes de la CFDT, Nicole Notat passe le relais. Le 45e congrès de la CFDT s'ouvre cet après-midi à Nantes. Enfin, le coup d'envoi ce matin de Roland-Garros. Les premiers matchs ont commencé malgré une météo capricieuse. Ce sera le premier Roland-Garros du jeune Français Richard Gasquet qui fêtera bientôt son 16e anniversaire. Madame, Monsieur, bonjour. Dans notre scolarité, il y a souvent, parfois, un professeur qui, mieux que les autres, a réussi à laisser son empreinte. Les anciens élèves de Jean-Claude Etchart à Orléans sont unanimes. Ils n'auraient manqué pour rien au monde le rendez-vous fixé par leur ancien instituteur. Fou de joie. Christophe Carin, Philippe Mugerin. C'est dur d'être beau, hein. Jean-Claude Etchart pose, interpelle, signe, se souvient. Il est heureux, l'instit de l'école primaire Georges Chardon à Orléans. Cassez-vous les vieilles, là. Il a réussi son pari, réunir l'espace d'une journée la plupart des 530 élèves qu'il a éduqués à la vie depuis 1972. Ça, c'est la première classe quand je suis arrivé à 23 ans. J'étais tout jeune. CE2, CM1. J'avais un double coup. Et ils sont toujours là, fidèles. Ça, c'est gentil de venir. C'est sympa, hein. C'est un grand bonhomme. Moi, je sais que je l'aime beaucoup. Et de temps en temps, j'arrive à l'avoir au téléphone parce qu'on est tous partis à droite, à gauche. Mais c'est le cœur qui parle. Vraiment, c'est beaucoup l'émotion. Très sympathique, très sportif et on adorait ça. On ne retrouvera pas un prof comme lui, ça c'est clair. Ah ouais, très dynamique. De toute façon, quand on donne tout ce qu'on a là, on récolte. Hein. Voilà. S'ils sont venus fidèles, c'est que je sais que je peux refaire dans 10 ans, ils seront toujours là, mais dans 10 ans je serai à la retraite évidemment. Puisqu'ils sont venus il y a pour les 20 ans. Mais il y a peut-être eu 500, 600, 700 personnes, je ne sais pas. Mais je ne sais pas quoi dire, j'ai qu'à leur dire merci. 30 années de photos de classe rassemblées dans un couloir de l'école, ça rappelle des bons moments. À l'époque, je faisais déjà 1m50, je m'en rappelle. Oui, elle était grande petite. J'étais déjà grande petite, mais après j'ai arrêté de grandir. Moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup d'entrain et quand je le regarde, je me dis peut-être bien que c'est lui qui m'a donné aussi cet entrain. J'ai fait 2 ans avec lui en CM1, CM2. J'ai pas réussi à redoubler pour rester plus longtemps avec lui, mais c'est quelqu'un qui marque vraiment les gens, quoi. Amitié confirmée, amour partagé, le métier d'enseignant ne serait-il pas le plus beau du monde ? Ah mais de toute façon, j'ai toujours voulu être instituteur, alors et bien plus je sais rien faire d'autre. Les grands enfants de Jean-Claude ont promis de revenir dans quelques années pour fêter la retraite de Monsieur Etchart. Comme je vous le disais dans les titres, le président George Bush est en Normandie depuis maintenant plus d'une demi-heure pour célébrer le Memorial Day, une fête nationale en souvenir de tous les Américains morts au combat depuis l'indépendance américaine. George Bush ainsi que Jacques Chirac assistent en ce moment à une cérémonie à Sainte-Mère-Église. Mais revenons d'abord à la soirée parisienne de George Bush, Mona Interman. George Bush se réjouissait au moins d'une chose à Paris, il l'avait confié à Jacques Chirac, c'est, je cite, « la cuisine fantastique de l'Élysée ». Au menu, foie gras, agneau, gâteau au chocolat, sauterne, un Lafite Rothschild 86, un Dom Pérignon 93. Mais au menu surtout de ce dîner de travail, l'Inde, le Pakistan, l'Afghanistan, le Proche-Orient, avec cette mise au point du président de la République, la France, a dit Jacques Chirac, s'élève avec force contre les accusations d'antisémitisme en France. Ce lundi, journée du souvenir en Normandie avec 2 étapes. D'abord Sainte-Mère-Église et le souvenir de l'héroïsme des parachutistes américains. Au programme, un hommage au drapeau américain suivi d'une bénédiction. Le président George Bush survolera tout à l'heure les plages du débarquement. Il se rendra au cimetière américain de Colville-sur-Mer, là où reposent 9387 soldats américains morts pour la France. Alors un président américain qui rend hommage à ses soldats tués en 1944 sur les plages du débarquement, ce n'est pas une première. Revoyez ces images. En janvier 1978, Jimmy Carter était accueilli par le président Valéry Giscard d'Estaing en Normandie. Le 6 juin 1984, c'est Ronald Reagan qui commémorait avec François Mitterrand le 40e anniversaire du débarquement. Et puis 10 ans plus tard, le 6 juin 1994, l'ancien locataire de la Maison Blanche, Bill Clinton, faisait le déplacement.
Tout à l'heure, George Bush ira se recueillir au cimetière américain de Colville-sur-Mer. Nous avons rencontré un vétéran de la Seconde Guerre mondiale, un expatrié américain qui a choisi de vivre en Normandie. Il est le spécialiste de ce cimetière où reposent plus de 9000 soldats. Catherine Béra. Chaque fois qu'on a besoin d'un vétéran à Sainte-Mère-Église ou dans les environs, Philippe Jutras répond présent. Ce fut d'abord Spielberg en 97 pour le film Il faut sauver le soldat Ryan. C'est aujourd'hui George Bush à qui il sert de guide. Natif du Massachusetts, cet homme, débarqué sur nos plages en juin 44, entretient inlassablement le souvenir de ces terribles jours de combat. Moi, je ne suis pas un héros. J'ai servi dans l'intendance. Alors, je ne me considère pas, mais j'étais le seul dans le coin depuis plus d'un quart de siècle que je vis en France maintenant. Je suis un expatrié américain de la Nouvelle-Angleterre et je serai vraisemblablement l'unique soldat américain de la Deuxième Guerre inhumé à Sainte-Mère-Église. Pour l'instant bien vivant, Philippe Jutras, citoyen d'honneur de Sainte-Mère-Église, fait en ce moment même les honneurs de la commune au président des États-Unis. Il doit lui expliquer notamment la signification du vitrail nord de l'église. Alors nous retrouvons en direct de Sainte-Mère-Église Laurent Marville. Laurent, c'est la première fois dans l'histoire américaine qu'un président célèbre le Memorial Day en dehors des États-Unis. C'est une visite hautement symbolique. C'est une présence très symbolique, effectivement, Catherine, ici à Sainte-Mère-Église. Présence symbolique, car c'est vrai, même si le Memorial Day a traditionnellement lieu le dernier dimanche du mois de mai, il a été déplacé d'une journée pour permettre à George Bush d'être donc ici, sur ce haut lieu historique du débarquement, puisque c'est dans la nuit du 5 au 6 juin 1944 que tout a commencé ici en Normandie. Alors actuellement se déroule, vous l'avez dit, une cérémonie religieuse présidée par Monseigneur Jacques Fillé, l'évêque de Coutances-Avranches. Et tout à l'heure, effectivement, les deux présidents sont arrivés ensemble, très détendus. Peut-être le dîner d'hier soir à l'Élysée y est-il pour beaucoup. Ils s'entendent bien désormais, même s'il reste encore quelques points de désaccord. Mais ils sont arrivés donc dans un ballet assez impressionnant d'hélicoptères. Et Philippe Jutras, que vous avez vu tout à l'heure dans le reportage, a accueilli également le président Bush avec une petite allocution tout à l'heure dans cette petite église de Sainte-Mère-Église. La suite du programme officiel, ce sera tout à l'heure une allocution de Jacques Chirac, le président de la République, et puis ensuite donc le déplacement vers un autre haut lieu historique du débarquement, le cimetière américain de Colville-sur-Mer, où reposent près de 9500 GIs tombés pendant les combats de la bataille de Normandie. Et puis ce soir donc Jacques Chirac rentre à Paris et George Bush continue sa visite en Europe vers Rome. Merci Laurent. L'actualité à l'étranger avec le Proche-Orient. L'armée israélienne a effectué une importante incursion dans la zone autonome de Bethléem, y imposant le couvre-feu et faisant prisonnier des dizaines d'activistes palestiniens et notamment le chef à Bethléem des brigades des martyrs d'Al-Aqsa, un groupe armé qui a revendiqué plusieurs attentats. J'ajoute qu'à Jérusalem-Est, une bombe de forte puissance a été découverte et désamorcée ce matin. En Tunisie, c'est un oui écrasant, massif en faveur d'une réforme de la Constitution qui autorise le président Ben Ali à se maintenir au pouvoir. Cette réforme a été approuvée avec plus de 99% des voix. Ce référendum avait été boycotté par une partie de l'opposition qui estime que ce scrutin est destiné à réinstaurer la présidence à vie et accorder une impunité à vie au président tunisien au pouvoir depuis 1987, je le rappelle. Une page se tourne à la CFDT. C'est cette semaine que Nicole Notat s'en va. Elle vient d'arriver à Nantes pour assister à son dernier congrès en tant que secrétaire générale, un poste qu'elle occupait depuis maintenant 10 ans. François Chérec devrait lui succéder jeudi soir, un changement dans la continuité, dit-on. Nicole Notat était l'invitée hier soir de France Europe Express. Elle déplore le faible taux de syndicalisation en France. Nous l'écoutons. Il n'y a pas de mystère. Des entreprises ici ou là qui usent, qui abusent du CDD ou d'autres contrats précaires, ça existe. Qu'est-ce qui peut contrôler ça? Mais le syndicat dans l'entreprise. Notre problème, c'est que malheureusement en France, dans beaucoup d'entreprises, il n'y a pas de responsable ou de délégué syndical. Et là, qui est là pour être vigilant, pour venir harceler l'employeur en permanence sur le fait de savoir s'il respecte bien le code du travail, s'il respecte bien les conventions collectives? On souffre, et les salariés souffrent, il faut qu'ils le sachent.
d'absence de représentants du personnel qui ont du savoir-faire, qui ont des compétences, qui savent les défendre au plus près de leur réalité. Nous en manquons radicalement en France. À 2 semaines du premier tour des législatives, nous poursuivons notre tour de France des circonscriptions. Gros plan aujourd'hui sur celle de Versailles-Chevreuse, où l'UDF et l'UMP, l'Union pour la majorité présidentielle, vont s'affronter. En haut de l'affiche, l'un des 2 parachutés, le général en retraite Philippe Morillon. Une journée de campagne dans ce bastion de la droite. Patrice Machuret, Virginie Hertz. Gravé sur une façade du château de Versailles, à toutes les gloires de la France. L'inscription a peut-être motivé le général en retraite Philippe Morillon. Tout près, boulevard du Roi, le député européen repart au front électoral, arme au pied. Je rentre en campagne, pas en guerre, donc c'est une compétition. L'UDF l'a parachuté à la dernière minute candidat aux législatives dans la circonscription de Versailles-Chevreuse. Un bastion de droite libéré par le député sortant Franck Borotra. Cet ancien élève du très versaillais lycée Hoche se dit chez lui, épaulé par un suppléant du CRU. Ses affiches encore sous presse, le retardataire justifie son combat. C'est le respect de l'électeur. Pouvoir continuer de lui laisser son choix, à ne pas lui imposer une candidature unique, là où il n'y a pas de menace, qu'à la faveur d'une concurrence, on fasse passer ceux qui ne partagent pas nos idées. Face à lui, 4 adversaires de droite, dont Valérie Pécresse, la candidate investie par l'Union pour la majorité présidentielle. De 30 ans, sa cadette, ex-conseillère à l'Élysée, cette autre parachutée soutenue par les barons locaux. Avec eux, la Parisienne arpente la circonscription. J'ai fait 2000 km en voiture. J'ai fait 5 réunions publiques déjà, j'en ai 7 en préparation. Les gens me demandent tous les jours de venir leur parler dans leur petit village. C'est une impression extraordinaire d'envie de politique. Et moi, je m'amuse énormément. La conseillère d'État n'a pas la notoriété du général. Alors elle se présente, sourire charmeur, au début de chaque réunion publique. Pendant 10 ans, j'ai été juge de tous les litiges qui pouvaient se produire entre l'État et l'administration. Autre femme en liste, la candidate de gauche PRG-PS, Anne Nègre. Militante associative, avocate au barreau de Versailles, cette élue municipale revendique son implication locale. J'ai quelque chose de tout à fait unique. Je suis un ovni. Je suis la seule élue de terrain qui se présente aux élections par rapport à mes 2 candidats potentiels de la droite qui sont avec leur parachute en or massif. Dans cette circonscription, très à droite, la candidate chiraquienne devait être élue dans un fauteuil. Le débarquement du général Morillon pour l'UDF relance donc la compétition. Et puis jetez tout de suite un coup d'œil sur les autres candidats qui vont s'affronter à Versailles-Chevreuse pour ce premier tour. 16 autres candidats, donc un total de 19. Donc à Versailles-Chevreuse. Ce terrible accident de la route à Vitry-sur-Seine, près d'un centre commercial. Une Porsche a fauché 8 personnes qui attendaient un bus hier soir. Une maman, probablement enceinte, et 2 de ses enfants sont morts. Au total, on dénombre 5 blessés, dont certains se trouvent dans un état grave. Le conducteur, qui a fini par se présenter à la police, a expliqué avoir perdu le contrôle de son véhicule. Il est ce matin toujours en garde à vue. Bertrand Lambert et Josiane Zimanski. On voit ça à la télé, mais quand on voit ça en direct... Hier, j'ai cru que c'était un tournage. J'ai dit à mon mari, mais non, c'est un tournage, hein. Bon, voilà. Mais c'était pas un tournage, c'était vrai. C'est au pied de cet abribus que les victimes ont été fauchées. Il était 19h10 et plusieurs dizaines de personnes attendaient le bus lorsque la Porsche est venue les percuter à très grande vitesse. Bah alors là, la vitesse, Starsky et Hutch, vous voyez ? À 200 km/h, je n'en sais rien, 300, je sais pas, mais c'était violent. C'était violent. Ils sont partis en courant, quoi. Ils sont partis en courant. Ce n'est que plus tard, dans la soirée, que les 3 occupants de la voiture, âgés de 23 à 25 ans, se sont livrés à la police. Placés immédiatement en garde à vue, ils ont simplement expliqué avoir perdu le contrôle de leur véhicule. Des fous en voiture comme ça, vous croyez que c'est normal? En plus, sur une voie de bus, des gamins qui perdent leur vie, la mère qui perd son... Et le père qui a tout perdu. Franchement, c'est honteux. Super, Une mère et ses 2 petites filles de 3 et 5 ans sont décédées sur le coup. Un bébé de 14 mois est toujours entre la vie et la mort. 3 autres blessés sont dans un état critique. L'un d'eux a été amputé des 2 jambes cette nuit.
Roland Garros, c'est parti pour 15 jours de match au sommet. Dans le camp français, Amélie Mauresmo, qui entre dans la danse aujourd'hui, va essayer de réparer sa contre-performance de l'année dernière. Elle avait été sortie dès le premier tour. Chez les garçons, les regards se tournent vers Richard Gasquet, bientôt 16 ans. Un vrai phénomène qui affrontera tout à l'heure l'Espagnol Costa. On fait un peu plus connaissance, mais d'abord un peu d'ambiance avec ce reportage d'Antoine Chuzuil et Olivier Palomino. Ils sont les premiers. Ce matin à 11h, l'arrivée des plus pressés parmi les 30 000 spectateurs attendus. Roland Garros n'a pas vraiment changé depuis l'an dernier. Le central est toujours là, mais malheureusement, les nuages aussi. Grosse inquiétude météo pour les organisateurs. Une centaine de matchs sont programmés aujourd'hui. Parmi les premiers à frapper dans la balle jaune, l'américaine Venus Williams. Côté français, on attend surtout Amélie Mauresmo ou Arnaud Clément, mais c'est un garçon de 15 ans qui crée l'événement de la journée. Richard Gasquet, le plus jeune joueur du tableau masculin, un prodige du tennis qui dispute cet après-midi son premier match chez les grands. Précocité prometteuse qui n'inquiète pas ses parents, anciens profs de tennis. Ça aurait plutôt tendance à m'amuser. Je suis heureux que Richard arrive très vite à un niveau intéressant, disons, et qui va y arriver et s'y stabiliser à un niveau où il est intéressant de jouer, où on rencontre des joueurs prestigieux, où on joue dans des endroits prestigieux. Richard Gasquet est depuis des années l'espoir numéro 1 du tennis français. Vainqueur du mondial des jeunes il y a 3 ans, le champion originaire de Sérignan, près de Béziers, a impressionné cette année chez les pros. En avril, il dispute le prestigieux tournoi de Monte-Carlo et devient le plus jeune vainqueur d'un match dans l'épreuve. Performance réalisée face à un joueur beaucoup mieux placé que lui au classement mondial. Exploit qui lui offre son ticket pour Roland Garros, premier tournoi du Grand Chelem pour lui. Pour être au top physiquement sur les tournois du Grand Chelem, il faut quand même avoir 2 ou 3 ans derrière soi. Donc on sait très bien que ça risque d'être difficile, mais on a fait de notre mieux pour l'amener dans les meilleures conditions possibles. Et on croise les doigts, on espère que ça va marcher. Le premier test pour Richard à Roland Garros dès cet après-midi. Il jouera face au redoutable espagnol Costa. Ce sera très difficile, mais le jeune Gasquet pourrait bien créer la sensation de ce début de tournoi. Alors, en direct de Roland Garros, comme chaque année, nous retrouvons le fidèle Dominique Champeau. Dominique, les premiers matchs ont commencé. La météo va-t-elle jouer les troubles faits ? Eh bien écoutez, pour l'instant il fait beau, Catherine, mais je dois dire qu'on a essuyé notre première averse, mais tout ça, ça fait partie de la tradition de Roland Garros. Encore que, il faut le savoir, il n'y a pas de grand tournoi ici à Roland Garros sans que le beau temps soit de la partie. C'est vrai que pour cette première semaine, les prévisions météorologiques ne sont pas très favorables, surtout pour le week-end. Eh bien c'est dommage parce que jamais le tournoi n'a été aussi ouvert que cette année, à cela 2 raisons. D'abord, il y a maintenant 32 têtes de série par tableau chez les hommes et chez les filles, ce qui d'une certaine manière préserve les meilleurs, les têtes de série des mauvaises surprises qui les attendent souvent au premier tour, mais croyez-moi, des surprises, il y en aura. Et puis, deuxième raison, eh bien, chez les filles comme chez les garçons, la hiérarchie est plutôt mouvante depuis le début de l'année. Chez les filles, Jennifer Capriati est la tenante du titre, mais elle est très menacée par les 2 sœurs Williams qui se sont fait la promesse de se retrouver en finale. Vénus, est là tout à l'heure, a fait un petit tour déjà et l'a emporté en moins d'1 heure. Et puis chez les garçons, même topo, Gustavo Kuerten, qui est actuellement sur le court derrière moi, est le tenant du titre. Il est invaincu ici depuis 2 ans. Il court après un 4e succès à Roland Garros. Il a été opéré de la hanche au mois de février. Et le problème est de savoir s'il a récupéré physiquement. C'est également le problème de Lleyton Hewitt, l'Australien, numéro 1 mondial. Le problème de Ferrero, le meilleur joueur sur terre battu. Le problème de Grosjean, le Français, qui aurait pu bénéficier un petit peu de ses défaillances et qui lui aussi souffre de la cuisse, ce qui nous amène aux Français. Grosjean et le chef de file d'une génération Dominique française qui aura du mal encore cette année à avoir de grosses ambitions. Merci. La France s'inquiète, la question que nous sommes nombreux à nous poser. Zinedine Zidane blessé, pourra-t-il jouer pour le match d'ouverture de la Coupe du Monde vendredi prochain à Séoul face au Sénégal? Zizou doit passer aujourd'hui des examens qui permettront d'en savoir plus sur cette douleur ressentie à la cuisse gauche. Basile Djaouti. De faire parler. Pour son retour avec les Bleus, Zidane n'aura donc joué que 37 petites minutes. Le temps malheureusement pour lui de se blesser. Depuis, c'est toute l'équipe de France qui s'interroge. J'ai des nouvelles un peu inquiétantes. On m'a appelé tout à l'heure pour me dire qu'il était peut-être possible qu'il soit absent 2 matchs. Au moins 2 matchs, m'a-t-on dit. Pour le moment, c'est le résultat de l'échographie. Bon, demain, après-demain,
Thierry Henry, qu'on disait pas très bien, a été excellent l'autre jour. De toute façon, quand on veut être champion du monde, il faut se préparer à jouer de temps en temps sans une de ces étoiles. À 5 jours du match d'ouverture de la Coupe du Monde contre le Sénégal, Roger Lemaire a donc de bonnes raisons d'être inquiet. Il sait l'importance et l'influence de son meneur de jeu sur le rendement de l'équipe de France. Depuis les débuts de Zizou en bleu, la France a disputé 43 matchs en compétition officielle. Les champions du monde se sont inclinés 3 fois et à chaque fois, Zidane était absent. Le numéro 10 tricolore souffre d'une lésion musculaire du quadriceps gauche, mais le staff médical des Bleus refuse pour l'heure de donner un diagnostic définitif. Zidane devrait être forfait vendredi pour le match contre le Sénégal, mais peut-être aussi contre l'Uruguay. Pour terminer, le festival de Cannes, où aucun film français n'a été récompensé. Sabine Gorny et Olivier Thiette nous disent tout sur les récompenses décernées hier soir et tirent surtout les leçons de ce 55e palmarès. Qui a obtenu la Palme d'Or de ce 55e festival de Cannes? La consécration pour Polanski, avec sans doute son film le plus personnel. Inspiré d'une histoire vraie, le pianiste raconte le destin d'un musicien juif polonais qui échappe à la déportation et tente de survivre dans le ghetto de Varsovie. Une fresque poignante de 2h30 filmée en Pologne, là où le cinéaste a dû affronter les fantômes de son enfance. Je suis heureux que la Palme de Cannes que j'ai reçue est tombée justement là, pour ce film-là, et non pour une autre chose que j'avais fait dans le passé, parce que ça a une signification. Résistance, engagement politique, comme le film palestinien d'Elia Suleiman, prix du jury, Cannes a récompensé un cinéma reflet du monde troublé. Un documentaire coup de poing de l'américain Michael Moore sur la violence de son pays. Les laissés pour compte du Royaume-Uni, vu par l'anglais Ken Loach. Ou encore Les sans-abri du cinéaste finlandais Aki Kaurismäki, 2 fois récompensé. Grand prix du jury et prix d'interprétation féminine. C'est un film généreux qui veut rendre hommage à tous les exclus, tous les sans-abri. Ce prix, en fait, c'est un peu notre manière de leur faire honneur. Une bénévole de l'Armée du Salut et un rôle de simple ouvrier pour le prix d'interprétation masculine, Olivier Gourmet dans Le Fils des frères Dardenne. Au glamour des vedettes, le jury a préféré le réalisme et la sincérité. Un cinéma vérité. Le défi, c'était de faire passer de l'émotion avec autre chose que son visage, ses yeux et des mots. Et uniquement avec le corps. Donc c'était un très très beau travail, c'était très amusant, c'était très ludique. Sur la 55e édition du festival, le rideau est tombé. Ce matin, Cannes, libéré de ses milliers de festivaliers, est enfin rendu à ses habitants. Et la croisette à la bronzette. Ce sont les vacances. Votre prochain rendez-vous avec les rédactions de la 3, le 19-20. Très bonne journée et à demain.